Je voulais faire une rapide présentation du séquenceur vidéo de Blender. Donc on va pouvoir importer des images, des vidéos, du son et monter tout ça de façon très simple et intuitive. On va pouvoir faire des effets aussi bien sûr, même s'il faut d'abord penser au compositor en amont pour faire des effets. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est une petite animation très simple. Donc là je vais supprimer mon cube d'abord avec un X delete et je vais créer avec un Shift A un Mesh Monkey. Je vais presser 0 pour voir à quoi ressemble ma tête de Suzanne vue par la caméra et je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle occupe mieux la place. Et je vais me mettre en mode render ici et je vais sélectionner ma lampe. Je vais faire un Shift barre espace Move et déplacer ma lampe pour que elle éclaire un petit peu mieux ma tête de Suzanne comme ça. Je vais peut-être baisser la luminosité, donc je vais aller ici dans Object Data et Power, je vais mettre 200 au lieu de 1000 watts. Et voilà, donc là j'ai ma tête qui est prête. Et ce que je vais faire, c'est une animation très simple. Donc ici j'ai le Shader Editor, mais avec un Shift F12, je vais faire venir la timeline. Et puis je vais la limiter à 60 frames. Donc ce que j'ai fait moi, c'est qu'en fait j'ai créé des raccourcis pour créer le début et fin de timeline assez rapidement. Donc ici, si je clique sur Playback, j'ai deux boutons Set Start Frame ou Set End Frame. Et tout simplement, je fais un clic droit, je fais Change Shortcut sur chacun de ces boutons. Alors dans mon cas, j'ai utilisé les raccourcis Alt S et Alt E pour déterminer le début et la fin de ma timeline. Sinon, je suis obligé d'utiliser les valeurs qui sont en haut à droite. Et c'est des raccourcis que je pourrais tout aussi bien utiliser dans le dope sheet et dans le séquenceur vidéo. Donc maintenant, je vais créer une première keyframe. Donc je presse sur I et je choisis Location Rotation Scale. Et ensuite, je fais Shift flèche droite. Je me retrouve à la fin de la timeline et je fais une rotation sur Z, un petit peu plus que 180 degrés par exemple, et je represse sur I, Location Rotation Scale. Et ensuite, je vais pouvoir enregistrer cette animation. Donc je vais dans le panneau Render d'abord, et je choisis le moteur Eevee pour avoir un rendu plus rapide. Et ensuite, je vais dans le panneau Output. Ici, je vais définir la taille de mon animation, de mes images, donc je vais choisir 50% de 1920 x 1080 et ensuite plus bas sous Output je vais déterminer dans quel dossier vont venir les images, donc je clique sur le petit dossier là et je vais choisir le dossier de destination et ensuite ici je vais choisir le format File Format. Donc je peux choisir soit d'enregistrer mon animation comme film, soit comme série d'images. Et je vais plutôt choisir une série d'images parce que c'est plus souple, ça me permet d'arrêter le rendu quand je veux, ça me permet de le reprendre à l'image que je veux, ça me permet aussi d'avoir une série d'images si j'ai besoin d'avoir accès à une image ou à l'autre. Donc c'est beaucoup plus souple de s'y prendre comme ça. Et là j'ai trois formats essentiellement, c'est JPEG, PNG et OpenEXR. Et là, je les cite par ordre de qualité, mais aussi par ordre de poids. C'est-à-dire que JPEG va être d'une qualité moyenne, mais très léger. PNG va être de bonne qualité, mais plus lourd. Et OpenEXR, c'est la qualité optimale, mais vraiment très lourd. Donc, moi, je vais me contenter de JPEG. Il faut savoir que si jamais on veut faire un film transparent, c'est-à-dire que si on a coché dans le panneau Render sous film l'option transparent, comme on peut le voir là, j'ai de la transparence. Et bien dans ce cas-là, il faut choisir soit PNG, soit OpenEXR. Et là, choisir l'option RGBA et non RGB. RGB avec la transparence, ça me donnerait un fond noir. RGBA, par contre, va me respecter la transparence que j'aurais déterminée. A étant signifiant alpha, la couche alpha enregistrant la transparence d'une image.
Alors comme je vais choisir JPEG, j'ai pas de transparence possible, mais je n'en ai pas besoin pour mon exercice. Donc à partir du moment où tous mes paramètres sont OK, eh bien je vais dans Render et je fais Render Animation ou un CTRL F12 et ça me calcule l'ensemble des images de mon animation. Maintenant j'ouvre un nouveau fichier parce que pour ma part je préfère travailler tout ce qui est montage vidéo dans des fichiers à part et non dans le fichier où j'ai travaillé ma scène 3D. Et dans la fenêtre du bas, je vais ouvrir un vidéo séquenceur. Le raccourci c'est Shift F8. Et en haut, pareil, je vais venir chercher un vidéo séquenceur. Mais lui, je vais le mettre en mode Preview. Et dans le vidéo séquenceur, j'utilise pour ce qui est de la navigation les mêmes raccourcis que dans ma scène 3D. Donc autant pour faire des zooms que des panoramiques. Alors je rappelle que pour lancer la lecture, on presse la barre espace. Pour aller directement à la fin, c'est Shift flèche droite. Pour aller directement au début, ça va être Shift flèche gauche. Maintenant, ce que je peux faire, c'est importer ma séquence d'images. Donc je vais faire un Shift A et je peux importer donc des films, du son, une image ou une séquence d'images. Et en l'occurrence, c'est bien ma séquence d'images que je vais importer. Donc je clique sur Image Sequence. Et là, je vais chercher ma suite d'images. Je fais attention à ce qu'elle soit bien en ordre alphabétique, de manière à ce que la séquence soit dans l'ordre correct. Et ce que je peux voir s'afficher, c'est une bande jaune, donc un strip, qui représente ma séquence d'images. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est faire commencer mon animation à la frame 0, et puis l'allonger un petit peu, donc avec les raccourcis que j'ai déterminés dans la timeline. Dans mon séquenceur, si je préfère voir les frames plutôt que les secondes, il suffit que je clique sur le panneau View et là je coche sur Show Seconds et du coup ce sont les frames qui vont s'afficher. Ce que je peux vouloir aussi, c'est une prévisualisation de mes images sur mon strip et dans ce cas-là, j'ouvre le Sequencer Overlays et je clique sur Thumbnails. Et du coup, je vais avoir des petites vignettes de mes images sur le strip. Pour lancer la lecture, je vais presser la barre espace et ça va lancer ma tête de lecture. Pour aller d'image en image, c'est flèche droite, flèche gauche. Pour bouger un strip, eh bien, tout simplement, je presse G et je peux librement placer mon strip sur une piste qui est au-dessus, en dessous. Pour déplacer un strip horizontalement, je presse G puis X. Si je veux le contraindre sur l'axe vertical, à ce moment-là, je presse G puis Y. Je peux dupliquer un strip avec Shift D. Et si je place le second par-dessus le premier, à ce moment-là, il cachera le premier et je ne verrai plus que le second. Si jamais je déplace ce strip, je ne peux pas écraser le premier. Ce second strip va forcément se placer à la fin du premier. Je peux raccourcir un strip, il suffit que je saisisse une de ses extrémités et que je la déplace avec G. Et du coup, ça va l'interrompre plus vite ou ça va faire partir plus tard l'animation. Je peux couper un strip. Il suffit que je sélectionne le ou les strips. Par exemple, je peux sélectionner 2 strips et presser K comme knife. Et du coup, ça m'a coupé le strip à l'endroit où je souhaitais. Mais je peux toujours récupérer la suite en tirant sur une extrémité ou l'autre du strip en question. Il faut noter que quand je presse K, seront ensuite automatiquement sélectionnés les bouts de strip qui sont du côté de ma souris. Si sur un strip j'utilise Shift K au lieu de K, à ce moment-là, la coupure pour ce strip en particulier va être définitive, c'est-à-dire que si je rallonge le strip coupé, je ne vais pas récupérer ce qui précédait, simplement l'image du début répétée.
Et de la même manière, si je coupe un peu plus loin, eh bien les images qui suivront seront figées. Si je souhaite aligner le début ou la fin d'un strip sur le début ou la fin des autres strips présents sur les autres pistes, il suffit que je presse G puis CTRL et ça va effectuer une sorte de snap sur les strips qui sont sur les autres pistes. Si je souhaite aligner des strips sur la tête de lecture, eh bien tout simplement je sélectionne ces strips et je presse Shift S et ces strips viennent se coller sur la tête de lecture. De la même manière, je peux aligner une poignée sur la tête de lecture. Il suffit que je sélectionne la poignée et je fais Shift S. Si je souhaite sélectionner des strips qui sont à gauche ou à droite de la tête de lecture, eh bien je mets mon curseur à gauche ou à droite et je presse CTRL, clic gauche. Si on veut sélectionner les strips qui sont sur la même piste que le strip sélectionné, à ce moment-là, il faut aller dans Select, Channel, Both Sides, et à ce moment-là, ça va en effet sélectionner tous les strips de la piste en question. Si je souhaite aligner la tête de lecture sur des strips, eh bien j'utilise les touches page précédente, page suivante. Moi, je me suis fait des raccourcis différents. Pour faire cela, il suffit d'aller dans View, ensuite Navigation et Jump to Previous Strip ou Jump to Next Strip. Et je fais un clic droit et Change Shortcut si je veux attribuer un nouveau raccourci à ces fonctions. Pour cacher un ou plusieurs strips, je le ou les sélectionne, je presse H et pour les faire revenir, c'est Alt H. Je peux grouper des strips, il suffit que je les sélectionne, je presse CTRL G et je me retrouve avec un metastrip qui va se comporter comme un strip, donc je peux le déplacer comme ça. Si je veux l'éditer, eh bien je presse sur Tab et j'y ai accès. Et si je veux dégrouper, je presse Alt, CTRL, G et je me retrouve avec mes deux strips d'origine. Je peux faire subir à mon strip des transformations. Je vais ouvrir le panneau N et ici sous strip j'ai un panneau transform, ce qui me permet, si je veux, de pouvoir décaler mon image, de pouvoir lui faire des rotations, etc. Et bien sûr, je peux créer des keyframes sur ces opérations de manière à animer. Je peux aussi lui attribuer des modifieurs. Donc par exemple, ici là, il faut que je clique sur l'onglet modifieur. Je peux lui attribuer par exemple un modifieur de type Color Balance et du coup modifier la couleur de mon image. Et je peux soit désactiver la visibilité de ce modifieur, soit le fermer tout simplement. Je peux créer un fondu enchaîné, donc il suffit que je duplique ce strip et je fais un clic droit, je choisis Fade In par exemple, et là je peux voir une discrète courbe. Et là, si je lance ma tête de lecture, je vais voir que il y a la seconde séquence qui apparaît peu à peu par-dessus la première. Et en fait, ce que je peux voir ici dans le panneau N, c'est que ça m'a créé automatiquement deux keyframes sur l'opacité. Et si j'ouvre une fenêtre de type Timeline, je vais pouvoir voir ici les deux keyframes qui correspondent à l'opacité. Donc je peux les déplacer si je veux. Je peux faire un scale pour raccourcir ce fondu enchaîné. Je peux les supprimer aussi. Ou bien tout simplement, si je veux supprimer ce fondu, je fais un clic droit et Clear Fade. Je peux aussi créer un fondu de type To Current Frame. Donc il suffit que je place ma tête de lecture là où je souhaite que le fondu s'arrête. Et je fais un clic droit, Fade to Current Frame. Et là, je peux voir la courbe qui s'interrompt là où se situe ma tête de lecture. Et donc le fondu ira du début du strip jusqu'à la position où était la tête de lecture.
Autre manière de créer un fondu, c'est sélectionner les deux strips et faire un Shift A, transition, gamma cross, et ça va me créer un strip d'effet sur la longueur de la superposition des deux strips en question. Et ce que je peux voir, c'est que ça me crée ce fondu. Et si je réduis un des deux strips, eh bien l'effet lui-même va s'aligner sur la superposition entre les deux strips. Et si je veux supprimer cet effet, je peux soit faire H pour qu'il ne soit plus visible, soit tout simplement X pour le supprimer définitivement. Je peux affecter un effet à un strip. Je sélectionne le strip, je fais Shift A, FX Strip, et là je choisis un des effets disponibles. Je vais choisir Gaussian Blur, et ça va me créer un strip par-dessus le strip sélectionné. Et ici dans le panneau N, pour ce qui est du Gaussian Blur, je vais pouvoir décider du flou et dans quelle direction je souhaite voir ce flou. Par exemple, si je mets Size X 100, ça va me faire une espèce de flou directionnel sur X comme ça. Je peux aussi attribuer un effet à plusieurs strips à la fois. Il suffit que je presse Shift A, Adjustment Layer, et ce strip, je peux allonger la durée de son effet. Et tous les strips qui seront sous cet Adjustment Layer subiront les effets de ce strip. Donc, je garde sélectionné ce strip. Et ici, dans le panneau N, par exemple, je peux lui attribuer un modifier. Je vais mettre un modifier de type Curves, par exemple. Et du coup, je peux changer les valeurs des strips qui seront en dessous. Et je vois que si je sors du champ de ce strip, eh bien, le strip en dessous ne subit plus l'effet. Et bien sûr, je peux réduire la durée d'effet de ce strip. Je peux bien sûr importer un son, donc je fais un Shift A, Sound, et je vais chercher le fichier son dans le dossier. Et ensuite, pour visualiser le signal, je vais dans le panneau N, et là, sous Sound, je clique Display Waveform, et je peux le découper, bien sûr. Je peux changer le volume ici. Je peux aussi, bien sûr, poser des keyframes sur le volume. Avec un clic droit, je peux créer un Fade In, donc un fondu. Et ça va me créer des keyframes automatiquement. Ici, dans ma timeline, je peux bouger ces keyframes, réduire l'intervalle, etc. Et si je veux supprimer, encore une fois, je fais un clic droit, Clear Fade. Je peux bien sûr aussi utiliser une image qui viendrait en superposition, une image fixe. Dans ce cas-là, je vais la concevoir ici. Je vais ouvrir l'Image Editor, que je vais passer en mode Paint. Je vais créer une nouvelle image. Je fais en sorte qu'elle soit transparente en mettant la couche alpha à 0. Et je vais écrire par exemple Moon. Et ensuite, je sauve Image, Save As. Je fais attention à ce que je la sauve en PNG RGBA de manière à préserver la couche alpha, donc la transparence. Et ensuite, dans mon séquenceur, je fais un Shift A, Image Sequence, et je viens chercher mon image, sauf que là c'est une image toute simple, pas une séquence. Je la vois s'afficher ici, avec un GY, je la déplace pour la mettre au-dessus de ma pile. Je vois qu'elle s'affiche en transparence. Je peux baisser son opacité comme ça. Je peux la déplacer si je veux pour la mettre de côté, etc. Alors une fois que je suis content de mon montage, je peux faire un rendu de mon film. Et du coup, je vais dans le panneau Output. Je choisis le format de mon image. Donc je vais laisser 1920 x 1080 qui est un standard. Et ensuite, sous Output, je choisis le dossier de destination. Je choisis le format de film. Donc cette fois-ci, il faut bien un film et pas une série d'images. Je vais choisir FFmpeg vidéo, qui est aussi un standard courant.
Sous Encoding Container, je vais choisir MPEG 4. Sous Vidéo Codec, je vais choisir H264. Output Quality, je vais choisir Lossless de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de qualité. Et ensuite, sous Audio, je vais choisir Audio Codec AAC. Je vais choisir Bitrate 384 de manière à garder une bonne qualité. Enfin, sous Post Processing, j'ai une option Sequencer, donc il faut que je m'assure que cette option est cochée, elle l'est par défaut. Il faut noter que cette option, si jamais je mélange dans un même fichier une scène 3D et du montage vidéo, ce qui ne me semble pas pratique mais ce qui peut arriver, il faut s'assurer que si on veut rendre le montage vidéo, il faut que cette option soit cochée. Si on veut rendre la scène 3D, à ce moment-là, il faut décocher cette option. Enfin, Blender ne peut pas faire de sauvegarde interne aux fichiers, c'est-à-dire de pack, des fichiers audio, vidéo ou des suites d'images qu'on a utilisées. Du coup, il faut toujours faire attention à ne pas perdre ces fichiers de manière à ce que quand on réouvre le projet vidéo, eh bien, Blender soit capable de retrouver ces fichiers dans nos disques durs. Voilà, eh bien merci beaucoup pour votre attention.